Émission un peu particulière aujourd'hui. Pourquoi? On va vous parler de la fiscalité. Ça va taper des points sur la table, hein, ça. La fiscalité a complètement tué le marché des sportives en France. On vous fait un comparatif entre la France et l'Allemagne. Les voitures sportives sont complètement en train de disparaître du paysage. Et exemple, chiffres à l'appui, Ouais, concret. démonstration. Et la lecture médiatique est qu'on se félicite de prendre 80 000 euros sur 300 Porsche alors qu'en fait on perd des milliards en TVA. On va vous le démontrer de façon chiffrée. On vous parlera aussi également des nouvelles dernières actus de l'automobile, Stellantis qui revient en force mondiale, la Chine qui se bouge, des bons résultats d'Xpeng, des nouveautés. L'arrivée de Denza. Ouais, Enfin, pas mal de petites choses. Restez jusqu'au bout. mettez-nous un petit pouce de soutien. Et à très vite. Bonne vidéo. On parle même de Giorgio Armani. Allez. L'actu principale de la semaine n'est pas vraiment une actu, c'est une forme de petit coup de gueule ou en tous les cas un constat chiffré. Ah bah, et bah alors, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on vous parle souvent de ce malus écologique que nous on juge confiscatoire. Là, je suis tombé sur un post sur lequel je me suis appuyé pour vous faire un exemple, une démonstration concrète de combien ça a coûté en perte d'immatriculation, combien ça a coûté en perte de TVA en prenant des modèles précis. Parce que souvent, on a vu ces derniers temps, il y a quelques mois par exemple, tout le monde se réjouissait de disant oh, on a vendu 300 911 avec 80 000 euros de malus, donc on a gagné X. Sous-entendu, les gens fortunés peuvent payer. Oui, et puis sous-entendu, c'est génial, on a gagné des sous. Alors que la lecture médiatique, c'était celle-là. Alors qu'en fait, c'est 1000 bagnoles. Et donc là, je vais vous faire On a perdu 1000 ventes en fait. Et là, je vais vous faire une démonstration en disant avant, il y avait tant de ventes, ça rapportait tant en TVA. Maintenant, on a perdu tant de ventes, mais on a gagné tant en malus. C'est quoi la différence? Est-ce qu'on est en gain? Pour ceux qui nous regardent, en fait, cet exemple qui devenait symbolique de Porsche 911 s'applique en réalité à des modèles bien plus grand public que la 911 qui ont été malusés depuis. Et c'était une lecture médiatique mauvaise. C'est-à-dire quand tu prenais l'ensemble des médias, tout le monde se réjouissait en disant c'est super, ça rapporte des sous. Alors qu'en fait, non, tu prends ton truc, ça te coûte pas loin de milliards, je pense. Hâte d'écouter l'analyse mathématique. En gros, en France, les sportifs sont complètement en train de disparaître du marché du neuf. Mais complètement. Je suis tombé sur un post LinkedIn et je vais citer de qui c'était la personne parce que ça m'a servi de fil rouge pour après développer l'analyse. Quelqu'un qui s'appelle Mathéo Dubois, qui est gérant d'un service de conciergerie automobile qui s'appelle DM. Et en fait, ça permet, il a pris, dans son post, il montrait 4 modèles avec les immatriculations entre 2012 et les immatriculations en 2025. Donc en France, en 2012, combien de ce modèle-là se vendait? Combien se vendait maintenant en 2025? Il a fait le même exercice en Allemagne. Combien de ce modèle-là se vendait en Allemagne en 2012? Combien se vendait en 2025? Il a pris 4 modèles, comme ça je ne vais pas non plus vous broyer mais j'imagine représentatif du marché. Sous les chiffres. Premier exemple, c'est la Porsche 911. En France, en 2012, il s'était vendu 911 IMAT, c'est pas fait exprès, 911 en 2012. Clin d'œil du destin. En France, en 2025, il s'en est vendu 304. Donc déjà, on a perdu 66% de nombre de ventes. En Allemagne, en 2012, il s'était vendu 8146 immatriculations de Porsche 911. En 2025, il s'en est vendu 10 118, plus 24%. Donc tu as un marché qui a fait moins 66% en France, tu as un marché qui a fait plus 24% en Allemagne. Sachant que Porsche est dans le dur, par exemple, depuis 2-3 ans. Mais globalement, l'essor des voitures de sport dans le monde était en croissance si tu compares à 2012. C'est un marché Ferrari, n'a jamais autant vendu de voitures que maintenant. Deuxième exemple concret, la BMW M5. C'est l'exemple qu'il a pris, c'est pas forcément le meilleur exemple parce qu'en 2025, elle est passée hybride. Donc elle n'avait pas le malus à 80 000 euros, mais elle avait le malus au poids quand même d'une quinzaine, 20 000 euros. Mais elle était commercialisée en cours d'année, donc c'est quand même représentatif. En 2012, des BMW M5 en France, ils s'en vendaient 520. En 2025, 34. Sachant que ce sont des immatriculations et qu'on peut imaginer qu'il y ait dedans des véhicules de démonstration circuit, des concessionnaires qui les exposent pour donner envie de les acheter. Donc en vrai, c'est que dalle. En Allemagne, donc du coup en France, on a perdu 93% d'immatriculation. Tragédie. Ah oui. En Allemagne, en 2012, il s'en est vendu 1214. En 2025, des BMW M5, il s'en est vendu 1087. Donc là aussi, ça a baissé, mais ça a baissé de 10%. Sachant que la M5 est un truc, en 2025, elle était renouvelée, donc c'était pas une bonne année. Tout le monde attendait la nouvelle. Audi RS6. Audi RS6 qui, en 2012, n'avait pas l'aura qu'elle avait aujourd'hui. Les GMK, machin, ça a fait... L'Audi RS6, c'est quand même globalement beaucoup plus vendu qu'avant. Mais un mythe de la berline et du break sportif.
En 2012, ce n'était pas un mythe. C'est-à-dire que le mythe s'est construit probablement petit à sur les petit. dernières années. Donc la volumétrie censée plus être plus grande. En France, ils s'en vendaient 182 DRS6 en 2012. En 2025, ils s'en est vendu 27. Donc là, tu es à moins 85%. Et regarde l'Allemagne. Tu es à moins 85% en France. L'Allemagne, tu es passé de 2012, 1125 à 2025, 2043. Donc grosso modo, tu es moins 80% en France, plus 80% en Allemagne. Moins 85, plus 82 pour être précis en mathématiques. Donc en France, on est en train de complètement tuer ce marché. Je fais le dernier exemple, qui est la BMW. Après, j'arrêterai. Je t'en prie. Ouais. Qui est la BMW M3 et BMW M4. On les a rassemblés les deux. En 2012, ils s'en vendaient 487 en France. En 2025, ils s'en vendaient 61. En Allemagne, ils s'en vendaient en 2012 1893. Ils s'en vendaient en 2025 3201. Tu as la France qui a perdu 87% d'immatriculation sur ces deux modèles entre 2012 et 2025. Tu as l'Allemagne qui, de son côté, en a gagné 69%. Ouais, les mathématiques, c'est tragique en fait. Hein. Là, on a pris évidemment des exemples de mythes sportifs allemands, mais on pourrait le faire avec des voitures, j'allais dire, entre guillemets, plus grand public, comme une Alfa Romeo Giulia qui est chère à notre cœur, une Q4, 280 chevaux, qui elle aussi, aujourd'hui, a un malus de 80 000 et qui est plus cher que son prix facial. Mais ça n'a plus aucun sens. Tu as des Yaris GR, tu as les des Golf Mustang, GTI, enfin, tu as les Golf GTI, tu as juste les BMW sans être des M ou des Mercedes. Il n'y a même pas les Mercedes AMG dans ce truc-là. Ce que Jean Pagési en fait appelle depuis désormais 1 an en nous alertant, en disant toutes les voitures cool sont démantibulées du marché français pour des raisons fiscales. C'est pas comme si notre industrie était en forme olympique et ultra festive. J'ai tiré le trait en comparant les rentrées fiscales. Allons-y. Donc combien on rentre grâce à ce malus, qui est de 80 000 € par voiture vendue, mais si tu ne les vends plus, on perd en TVA. Donc c'est simple. Ces 4 voitures ont représenté en 2025, juste ces 4 voitures. Je me suis resté à mon exemple. Ouais. Après, on peut tirer le trait en disant, il y a 20 voitures comme ça, et tu ferais ton c'est trait avec marrant, les mon maths. petit doigt me dit que... Sur ces 4 voitures, elles ont représenté en 2025 un total de 426 ventes, avec 80 000 € de malus chacune. Ça a représenté 400 un gain, fois 80 000, ouais. ça a représenté une rentrée dans les caisses de l'État de 34 millions d'euros. Okay. C'est une somme. Okay. J'ai fait le même exercice. Ces 4 voitures, j'ai pris les chiffres de l'Allemagne, j'ai à nouveau additionné toutes les immatriculations. Ça donne 12 378 immatriculations en Allemagne contre 426 en France. J'ai pris un prix moyen de 150 000 €. Sachant que le prix moyen, pour être très honnête, en vrai, il est un peu plus au-dessus. Parce que les 911, elles sont, qui représentent donc, sur les 12 000, 8 000, elles sont un peu plus que 150 000 € en prix moyen. Tu avantages un petit peu l'administration. T'es gentil. J'étais plus malhonnête pour desservir mon point que j'étais dans mon point. Sur ces 12 378 immatriculations, à un prix moyen de 150 000 €, j'ai calculé ce que représentait 20% de TVA. 20% de TVA. Ça représente 371 millions d'euros de TVA. Donc c'est simple, on a rentré 34 millions d'un côté en France, on n'aurait pas ce malus de 80 000, potentiellement qu'on aurait 371 millions d'euros de TVA qui seraient rentrés. C'est pas une démonstration tout à fait honnête. J'ai essayé vraiment d'être honnête dans ma démonstration et challengez-moi, j'ai pas la science infuse. L'Allemagne est un plus gros marché que la France en termes de voitures neuves. L'Allemagne, c'est 2,8 millions d'immatriculations contre 1,6 million en France. Donc du coup, j'ai retraité ces chiffres, il y a un écart de 60%. Est-ce que, si tu me permets, on n'aurait pas pu faire ce calcul en disant, écoutez, lors des meilleures années en France, probablement avant le Covid et avant cette fiscalité importante, on reprenait des chiffres un peu cool du nombre de RS6 annuels, du nombre de M3, et de se dire, voilà ce qu'on a perdu de manière un peu plus juste sur un marché à 2 millions, tu sais, d'IMAT en France. J'ai pas voulu... En fait, j'ai pris les chiffres les plus conservateurs, j'ai pas voulu me mettre dans une situation qui nous avantage, qui avantage mon propos. Donc du coup, c'est 371 millions qu'eux ont fait en Allemagne et que nous, on n'a pas fait. On a un marché qui est 60% plus petit que l'Allemagne. Donc j'ai relevé 60% de ces 371 millions. Donc là, on arrive à 212 millions qu'on aurait dû prendre en TVA en France contre 34 millions qu'on a rentrés. Et nous, dans les médias, on s'est félicité de cette chose-là. Autre point. Non mais quelle tristesse.
Mais même pour l'État, en fait, tu vois, là, c'est un problème de gestion, tout et simplement. sachant que là, on parle de 200 millions sur 4 modèles. Non, mais Si tu rajoutes juste les Yaris JR, les Mercedes AMG, les Mercedes avec gros moteur, les BMW avec gros moteur, les Alfa, les Ford, les machins, mais même t'es certains modèles probablement en milliards d'euros. qui ne sont pas à 80 000, mais qui, en raison de leur rejet de CO2, qui sont autour de 150, 160, ont déjà plusieurs dizaines de millions d'euros de malus et qui sont condamnés. Autre point, C'est sidérant. pour aller plus loin dans l'analyse, c'est tu peux te dire, est-ce que ça c'est un effet politiquement de coup d'annonce, c'est de faire des choses pour faire des choses alors que ça n'a pas de sens. En fait, si Tu veux dire une sorte de démagogie pour Voi- frapper les esprits. exactement, je trouvais pas les mots et merci de me les aider. Si en fait en faisant ça, tu réduisais les émissions de CO2 globalement de ton parc, là je te dirais bravo. Mais en fait, c'est des voitures qui, même quand elles étaient au pic de leur vente, représentaient un tellement petit pouillème du nombre d'immatriculations chaque année que même si elles polluaient 10 fois plus Et qu'elles même si elle polluent roulait très très fort aujourd'hui, c'est en fait, elles représenteraient, quoi qu'il arrive, que dalle dans les émissions globales. insignifiante. Donc, en fait, c'est de la pure démagogie. On tue presque une liberté pour de la pure démagogie. Alors, et en plus, donc ça, premier point. Et deuxième point, ce sont globalement des voitures qui roulent assez peu. Donc du coup, comme elles roulent assez peu, elles émettent. Tu tues évidemment cette liberté, mais si tout à coup un regard, j'allais dire, je n'ose à peine dire le terme, mais une sorte de regard d'extrême gauche disait oui, mais tout ça, ce sont des produits. Tu tues des emplois. Derrière, il y a tout le SAV. Tu tues évidemment une industrie qui confectionne et Les fabrique. concessions, les pneumaticiens, Les équipementiers. fournisseurs. Ouais. C'est des risques, enfin c'est même plus des risques. Les emplois, et l'Allemagne en est le témoin, ce sont des dizaines de milliers Et- d'emplois qui sont en et- ce moment menacés. Et c'est pas comme si la Chine voulait aussi venir pénétrer notre marché. Et tu prends, C'est- et tu prends ce marché-là, c'est à 98% que des marques européennes. On est les rois pour se C'est-à-dire tirer que des la balles Chine, dans le pied. eux, ils produisent pas ces voitures-là. En plus, c'est un C'est savoir-faire que- réel. Oui, c'est le seul savoir-faire. C'est comme si en France, tu sais, on encense évidemment, et à raison, notre savoir-faire en termes de luxe. Il y a des telles belles marques, voilà, que vous avez tous en tête. Eh ben, on vient de. Les mots me manquent en fait. Je suis sidéré par la démonstration. Je vais m'arrêter après sur ce dernier point. Je suis pas en train de dire qu'il ne faudrait pas de malus. C'est-à-dire que pour moi, tu mettrais un malus de 10 000 euros en disant c'est ta prime. Tu ferais plus 20% de TVA, plus 10 000 et tout le monde est content. Voilà, en fait, 10 000 euros, tu freinerais pas ou très peu les ventes. Tu rentrerais, mine de rien, beaucoup plus que les 34 millions d'euros à 80 000, parce qu'à 80 000 euros, tout le marché déserte, hein, c'est pas mon opinion, c'est les chiffres. À 10 000 euros, quand tu achètes une voiture de 150 000 euros, 80 000 euros, Mais- tu tiques d'aller mettre, ça te fait mal. Mais je veux dire, 10 000 euros, c'est celui pas qui a des l'argent. entrepreneurs qui ont Et- pondu et- ça. Tu vois, et- c'est des gens qui n'ont et- jamais commercé. On va s'arrêter là dans Pardon, l'analyse. non mais On- c'est dingue. on vous fera réagir à peu près vous. Voilà, je voulais vous partager un peu cette petite démonstration. Non, mais C'est moi- des chiffres. Quand on pense. Pardon, j'ai la bouche pleine, c'est ce que je suis ému. Mais, Là, on fait plus de vidéos, on discute entre nous. non mais lorsque tu Ça penses qui est bien. aux emplois qui sont derrière, Ah oui. il faut réindustrialiser la France. La France en a besoin. On est Mais c'est qu'en France qu'on fait ça. Hein. on est l'État, d'ailleurs avec l'Allemagne, on est à la base de la naissance même de l'automobile. Renault, Daimler-Benz. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est remarquablement doué pour tuer notre industrie? Pourquoi? Tu vois, tu prends le parallèle. Qu'est-ce que l'industrie Tu a prends fait? simplement ces 4 modèles. Le marché allemand, il est, je vous l'ai dit, il est 60% plus gros que le marché français. Mais là, tu as 426 ventes en 2025 contre 12 378. 412 000. On a tué. C'est-à-dire qu'en Non fait, mais la messe est dite. Ça. euh, Mais d'ailleurs la fiscalité, Volvo, on l'a dit Ouais. à plusieurs reprises, beaucoup de marques, hélas, ont perdu énormément à cause de la d'immatriculation. fiscalité française. Et de dire aussi, alors certains maintenant disent oui, le Covid a bon dos et tout ça, mais en fait, cette fiscalité est venue s'ajouter à des difficultés importantes de l'industrie au sortir du Covid. La plupart des pays, la Pologne d'ailleurs, il suffit de regarder les IMAT en Pologne, la Pologne est comme ça. Nous, on est un marché tanké à 1 600 000 automobiles. On a perdu 400 000 bagnoles Mais- par an. On n'a jamais retrouvé le truc avant Covid. La fiscalité, là, elle devient véritablement la clé. Ce week-end, on a eu la chance de suivre une course. On n'est pas du tout des très gros connaisseurs de sport automobile, mais ce week-end, on était à une course de Formule E de Madrid avec l'équipe Citroën Racing.
il y avait Xavier Chardon, le patron de Citroën, qui était là, On salue d'ailleurs. avec qui on a discuté, et il me parlait du marché turc. La Turquie, Ah oui, oui, c'est exemple 1,4 incroyable. million de voitures neuves, Mm. marché en progression. La France, c'est 1,6. Donc bientôt, on va être dépassé par la Turquie en termes de nombre d'immatriculations. Sachant que le PIB par habitant normalement de la France est légèrement supérieur. Ouais, bah là, c'est en train de... Non, mais c'est On- c'est triste. On arrête à peu Oui, près là. On enchaîne. Quelles sont les autres news de la semaine? Alors, d'ici 2 semaines, on va avoir le bonheur de découvrir une nouvelle marque chinoise, qui est la marque de luxe en fait de BYD. BYD, faut-il le présenter, un des plus gros joueurs en termes de voitures électriques, Le numéro Et- 1 mondial. numéro 1 mondial d'ailleurs devant Tesla. La marque s'appelle Denza, elle va présenter sa Z9 GT. Alors, je vais juste faire une sorte de teaser. Plus de 900 chevaux à minima, 1000 km d'autonomie. Elle existera en version électrique ou PHEV. C'est une sorte 1000 km en électrique. Alors, elle est En un peu- PHEV. en PHEV et elle est autour de 900. L'homologation a lieu en ce moment, Ok. mais c'est déjà considérable. Évidemment, c'est des puissances phénoménales. Elle a surtout une technologie, mais qui est science-fictionnelle. Elle se gare en crabe. Oui. Elle absorbe les bosses de telle manière que tu ne les sentes pas. Évidemment, elle a tous les anges gardiens électroniques qui lui permettent d'être quasiment bientôt voiture autonome. Et alors son prix, le prix de démarrage en Chine d'un tel objet, Je sais pas, 70 000 c'est euros. sous les 40 000 euros. Merde. Donc malgré les entraves Oui. qu'on va lui mettre, Oui, mais en Elle- Chine. en En Chi- France, ça restera à 80. tu as à peu près résumé la situation. Ouais. Ce qui en fait d'elle une bonne affaire. Donc on sera à 100 000 si tu veux tout le tout-team et tout ça, un peu plus. Bref, il faut regarder tout ça, d'autant que ça illustre la puissance de la Chine Mm. sur l'électrique. Et EY, qui est un cabinet d'audit mondialement connu, Ernst Young. voilà, vient de faire une analyse du marché européen et vient de tirer la sirène d'alarme. Pour la première fois en 2025, l'Union européenne a importé plus de produits automobiles, c'est-à-dire à la fois des véhicules, mais aussi des matières premières, enfin des éléments pour construire nos voitures, de Chine, que l'inverse. D'habitude, on envoyait nos produits automobiles vers la Chine, et là, la balance s'est inversée. C'est un signe historique Déficitaire. majeur. Quelques nouvelles, on la fera tous les deux, parce qu'on l'a tous les deux. Un de nos rares constructeurs européens qui cartonne et en forme, Skoda. Oui. Skoda, c'est pas un restylage, c'est l'Elroq et l'Enyaq qui sont deux belles ventes, qui reçoivent des améliorations. Pour rappel, l'Elroq est la deuxième meilleure vente de voitures électriques en 2025 et l'Enyaq est classé 7e. Donc c'est des voitures qui se vendent très bien. Skoda est un des rares constructeurs à être dans le vert partout, y compris en France, alors tout le monde est dans le rouge. Qu'est-ce qui change? Tu as l'infodivertissement qui a été revu pour être sur un système basé sur Android. Maintenant, tu auras un catalogue d'app avec notamment YouTube, Spotify. Si vous voulez regarder sans borne, ça sera possible maintenant. Autre évolution, tu pourras avoir ta clé sur ton smartphone, oui, et tu pourras passer cette clé à quelqu'un qui pourra venir t'emprunter ta voiture si tu as envie via une app dédiée et un truc sécurisé. Tu as le V2L qui pointe aussi le bout de son nez avec une prise de 130 volts dans le coffre. Apparemment, les aides à la conduite ont été revues avec une meilleure calibration, plus de précision avec un Travel Assist 3.0. Tu as parlé des batteries aussi LFP, Non. j'imagine? Tu as une nouvelle batterie, c'est ce que Ouais, j'allais ok. dire. Nouvelle batterie LFP, donc ce sont des batteries qui sont réputées pour présenter une meilleure longévité, une meilleure Lithium durabilité. phosphate, ouais, Exactement. Et qui résistent mieux à la charge et donc une meilleure fiabilité sur le très long terme. Exactement. Est-ce que vous me permettez, Non. dans cet océan un peu tempétueux, une bonne nouvelle? Vas-y. Et une bonne nouvelle, j'allais dire française, Valeo, qui est un de nos plus grands équipementiers, Géraldine, qu'on embrasse, m'en parlait hier de cette news-là. annonce un investissement de 225 millions de dollars à McAllen, qui est une usine au Texas, qui sont en train justement de faire émerger et sortir de terre. 31 000 m², 500 emplois à la clé, démarrage de cette production et démarrage donc de l'usine en 2027. On voit jamais les équipementiers sur YouTube. Hélas. Ouais, si monsieur de chez Valeo, chez Forestiach, etc., vous voulez faire parler un peu de ce qu'est vos quotidiens, grand public ne les connaît pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Elle est dédiée à quoi? À la très haute technologie, notamment pour répondre à d'importantes commandes. Alors, je reformule. À la plus importante commande de l'histoire en termes de haute technologie. Ça veut dire quoi?
Eh bien, eux vont se concentrer sur l'architecture logicielle centralisée. Autrement dit, des capacités de calcul Ok. qui vont permettre de faire émerger le plus vite possible, face à la Chine, des voitures qui roulent toutes seules. Commande de General Motors. La guerre, elle est, on le disait, ceux qui sont habitués de 100 bornes, sur évidemment l'autonomie, sur les batteries, elle est aussi en matière de logiciel sur les fameuses voitures qui seront capables de rouler toutes seules. Si on n'est pas à la hauteur de ce truc-là, alors il n'y aura plus grand monde. Valeo aussi qui a été, je crois, il y a une news qui est sortie comme quoi c'est un des plus gros déposants de brevets au monde. C'est Géraldine que j'avais au téléphone hier soir, que j'embrasse, qui m'en parlait. Autre petite news, valse de rappel chez les constructeurs auto. Ah, Alors là, je vais parler Stellantis et Volkswagen, et Stellantis pour moi en prend cher, donc c'est pas le but de faire du Stellantis forcément bashing. Tout le monde est passé par là. Renault, Hyundai, machin. Là, Stellantis a tout de même rappelé, c'est impressionnant, 212 000 voitures, rien qu'en France. ok. Donc ça fait mine de rien énormément de voitures. Apparemment, c'est du préventif pour éviter des soucis avec leur moteur 1,2 litre hybride qui aurait un souci entre le conduit de filtre à particules et le capuchon de protection de la borne du système de batterie 48 volts. Ça nécessite un passage en atelier qui prendra une trentaine de minutes, donc c'est assez light. Et à nouveau, là pour le coup, Stellantis semble... là c'est du... Préventif. Ça semble être... il y a eu- C'est très régulier, ouais, ce type de il y rappel. a eu 36 cas de soucis, Mm. donc une volumétrie assez faible. Ouais. Et Stellantis semble, j'espère, apprendre des erreurs de son passé, de la gestion probablement du PureTech. Et il semble dire maintenant, quand il y a un début de... Un début du moindre doute, on y va. On y va. Volkswagen a fait la même chose avec sa gamme ID, où là, on n'a pas vraiment de précision sur le souci, mais c'est lié plutôt au module de batterie qui entraînait une baisse d'autonomie et un voyant d'alerte. Il y a 75 modèles ID chez Volkswagen qui ont été rappelés et 20 000 Cupra Born, qui est la même plateforme que l'ID3, qui ont été rappelés également. Mais ça, c'est être sérieux et professionnel et ça arrive très régulièrement. Ouais. Xpeng, dont une marque chinoise, dont on apprécie plutôt les modèles. On avait foncé regarder notre émission qu'on avait consacrée à la G9, dévoile pour la Chine un nouveau SUV qui s'appelle Mona, enfin sous la marque Mona, Ouais. qui est probablement une extrapolation du G6. Ok. Et alors, quand tu t'attardes sur les performances, il propose entre 190 et 218 chevaux, 510 ou 620 km, ce qui est dans le game, mais surtout, et 30 minutes de 10 à 80, ce qui est au Ce qui a rien de global- spécial. ce qui a rien de spécial. Sauf que en Chine, c'est un SUV donc, qui mesure 4,78 m. Il est en vente à l'équivalent de 15 500 €. Ouais, parce que 15 j'aime beaucoup lire les pertes, c'est pas fou. 500 €. Ouais. Et d'ores et déjà, il serait annoncé en Europe. Alors, Il va arriver à combien alors 30. tout le monde s'interroge, sauf, Enfin, tu me diras, que 30, c'est pas mal. sauf que Xpeng lorgne déjà des usines. Ils ont, je crois, en Hongrie. Exactement. Donc certains se disent, il va être fabriqué là-bas. Et Xpeng, et des c'est marques chinoises, c'est techniquement celle qui impressionne. un peu. abouti avec un design qui vraiment met plein les yeux, c'est intelligent. Mona serait peut-être probablement une marque un peu plus grand public, ce qui expliquerait justement un prix encore moindre que les Xpeng, Parce que Xpeng est plutôt premium. plutôt premium. Mais tout ça premium avec des prix grand public, ce qui est quand même fou en fait Ouais. en vrai. Ce qui veut dire que certains se disent, mais attends, Mona, ils vont te balancer des caisses à 20 ou 25 000 € qui sont des grands SUV de la taille, j'ose à peine le dire, d'un XC60. Et Xpeng, C'est quand même... Faut vraiment qu'on se retrousse les manches, hein, parce et que... autre info, Xpeng qui était un peu une start-up, donc qui investissait beaucoup en n'étant pas profitable, qui était leur modèle, ils levaient des fonds comme toutes les grandes startups qui aujourd'hui pèsent des milliards et qui sont devenues profitables. Eux là, ils sont en train de passer la barre de la profitabilité. Pour la première fois, la marque devient rentable. BYD, Xpeng et d'autres Chinois qui sont devenus des constructeurs... Ouais. Ouais, enfin voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Alors très vite, Stellantis revient en force au Mondial de l'Auto de Paris 2026. Super. 8 marques présentes, Peugeot, Citroën, DS, Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Opel et Leapmotor. Leapmotor dont on fera pour la première fois un essai ce vendredi. Oui, c'est intéressant. Non, pas ce vendredi-là, vous mais verrez pour vous, vendredi plus tard. d'après, nous on va le tourner là. Mais en fait, on est content d'aller essayer quelque chose qui nous interpelle. Ouais. Parce que c'est la marque
chinoise en fait, du partenaire chinois du groupe Stellantis. Donc dont Stellantis est actionnaire. Donc Stellantis est actionnaire. Donc c'est en fait une planète à part dans la galaxie Stellantis. Avec des modèles justement qui... Moi, je connais pas bien, mais les images sont pas ridicules. Il faut qu'on ouvre ce magasin, il faut qu'on aille regarder. Par contre, il n'y aura pas Maserati. Et Stellantis a été peu présent lors du dernier mondial, enfin moins que là. Là, ils auront 60 véhicules exposés, un stand de 5340 m², c'est quasiment un terrain de foot. Donc ça risque d'être énorme. Ça va être ma dernière news. Rolls-Royce rétropédale sur l'électrique. Ils avaient comme tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que l'électrique va juste moins vite que ce que tout le monde suggérait, en tout cas en Europe. Ouais. Je ne suis pas un anti-électrique. Entre un V6 et une électrique, je préfère un V6. Entre un 3 cylindres, qui est le moteur de Monsieur Tout-le-Monde, et une électrique, très honnêtement, il y a beaucoup plus de débat. Ils ont du mal à vendre la Spectre, qui était la voiture 100% électrique du groupe. Ils en ont vendu 1002 exemplaires en 2025 contre 1890 en 2024. Du coup, ils disent « Oh, mollo, on arrête le 100% électrique ». À toi. En parlant d'Angleterre et de marques qui font rêver, Bentley Brooklands, de Giorgio Armani. Elle date de 1996, elle est en vente chez RMS Sotheby's à Monaco fin avril. Elle a un V8 de 6 litres 7, elle développe 305 chevaux. C'est un classique. Et pourquoi je vous en parle? Parce que Giorgio Armani, évidemment, très grande marque de mode et de luxe, avait confectionné son automobile, j'allais dire comme Jean et moi l'aimons. Un bleu foncé, beige à l'intérieur, ronce de noyer. Elle est sublime, la caisse. Donc, foncez la voir. Si vous avez un peu de je sous, dis, Giorgio Armani avait les mêmes goûts que nous. Vous pouvez l'acheter et venir nous la présenter en vidéo d'abonné. Ce serait absolument génial. Vendredi est émission un peu particulière parce qu'on fait un truc qui nous a demandé pas mal de boulot parce que c'est compliqué à faire. Et c'est compliqué à raconter en fait. Même si vous n'êtes pas un fan de Formule E, qui est quelque chose d'assez peu connu, on vous emmène dans les coulisses d'une écurie de Formule E. Citroën Racing. On a eu la chance d'avoir un ingénieur qui nous explique la voiture. On a eu la chance d'avoir un pilote double champion du monde qui vient à notre micro nous en présenter. Le team principal de l'écurie nous parle aussi de son écurie. On a même le patron du design Pierre de Citroën. Leclerc, parce que la livrée de la Formule E a été récompensée. Donc, allez nous mettre un peu de soutien sur cette vidéo. Et c'est une immersion. Ça lèvera moins les foules, mais soyez curieux et allez voir et soutenez-nous là-dessus. Et la Formule I, ça n'est pas, j'allais dire, la dédommager, le mot n'existe pas, mais de dire qu'elle vit évidemment dans l'ombre de la Formule 1. Mais cela dit, sa stratégie, son intelligence, est-ce que ça ne ferait pas d'elle, je croise les doigts, le rugby, tu sais, par rapport au foot. Voilà, moi c'est un peu mon idée. La bise à mamie, le petit commentaire de soutien et à très vite.